par la bouche et par les oreilles. L'air respirable manquait. Il y a quelques années, deux hardis Français, messieurs Barral et Bixio, s'aventurèrent aussi dans les hautes régions. Mais leur ballon se déchira. Et ils tombèrent demanda vivement Kennedy. Sans doute. Mais comme doivent tomber des savants, sans se faire aucun mal. Eh bien, messieurs, dit Joe, libre à vous de recommencer leur chute, mais pour moi qui ne suis qu'un ignorant, je préfère rester dans un milieu honnête, ni trop haut, ni trop bas. Il ne faut point être ambitieux. À 6 000 pieds, la densité de l'air a déjà diminué sensiblement. Le son s'y transporte avec difficulté et la voix se fait moins bien entendre. La vue des objets devient confuse. Le regard ne perçoit plus que de grandes masses assez indéterminées. Les hommes, les animaux deviennent absolument invisibles. Les routes sont des lacets et les lacs des étangs. Le docteur et ses compagnons se sentaient dans un état anormal. Un courant atmosphérique d'une extrême vélocité les entraînait au-delà des montagnes arides, sur le sommet desquelles de vastes plaques de neige étonnaient le regard. Leur aspect convulsionné démontrait quelque travail neptunien des premiers jours du monde. Le soleil brillait au zénith, et ses rayons tombaient d'aplomb sur ces cimes désertes. Le docteur prit un dessin exact de ces montagnes, qui sont faites de quatre croupes distinctes, presque en ligne droite, et dont la plus septentrionale est la plus allongée. Bientôt le Victoria descendit le versant opposé du Rubeho, en longeant une côte boisée et parsemée d'arbres d'un vert très sombre. Puis vinrent des crêtes et des ravins dans une sorte de désert qui précédait le pays d'Ugogo. Plus bas s'étalaient des plaines jaunes torréfiées, craquelées, jonchées çà et là de plantes salines et de buissons épineux. Quelques taillis, plus loin, devenus forêts, embellirent l'horizon. Le docteur s'approcha du sol, les ancres furent lancées, et l'une d'elles s'accrocha bientôt dans les branches d'un vaste sycomore. Joe, se glissant rapidement dans l'arbre, assujettit l'ancre avec précaution. Le docteur laissa son chalumeau en activité pour conserver à l'aérostat une certaine force ascensionnelle qui le maintint en l'air. Le vent s'était presque subitement calmé. Maintenant, dit Fergusson, prends deux fusils, ami Dick, l'un pour toi, l'autre pour Joe, et tâchez à vous deux de rapporter quelques belles tranches d'antilope. Ce sera pour notre dîner. En chasse, s'écria Kennedy. Il escalada la nacelle et descendit. Joe s'était laissé dégringoler de branche en branche et l'attendait en se détirant les membres. Le docteur, allégé du poids de ses deux compagnons, put éteindre entièrement son chalumeau. N'allez pas vous envoler, mon maître, s'écria Joe. Sois tranquille, mon garçon. Je suis solidement retenu. Je vais mettre mes notes en ordre. Bonne chasse et soyez prudents. D'ailleurs, de mon poste, j'observerai le pays et à la moindre chose suspecte, je tire un coup de carabine. Ce sera le signal de ralliement. Convenu, répondit le chasseur. Fin du chapitre 13.